Bon, ben, les amis, hier, je lisais un article dans The Atlantic, qui est une revue d'actualité américaine, Ouais. qui posait la question pourquoi est-ce qu'on devrait prendre au sérieux les manifestations anti-confinement. En fait, c'était pas une question, c'était une affirmation. Hmm. Parce que même si certaines de ces manifestations, du moins en Amérique du Nord, frôlent avec le conspirationnisme, on a revu par exemple des pancartes là, qui reprennent là, les hypothèses de comme quoi Bill Gates serait derrière le coronavirus ou que Ouais. c'est une conspiration quelconque pour prendre le contrôle sur nous. Il y a quand même plusieurs questions qui sont soulevées puis qui doivent être prises au sérieux. La question de l'économie, puis du soutien, des effets secondaires du confinement sur la santé mentale, puis la Bien question sûr. Ouais. du pouvoir accordé à l'État. Et c'est cette question-là, la question du pouvoir accordé à l'État, que je voudrais traiter ou Hmm. discuter avec vous aujourd'hui. Parce que dans le fond, c'est vrai que même si on peut accorder des pouvoirs exceptionnels en temps de crise, il y a certains précédents qui sont engendrés aujourd'hui qui pourraient avoir des conséquences à long terme. Je Sur le pense long terme. juste Ouais. à l'effet symbolique de dire que l'État aujourd'hui peut dire à une grand-mère qu'elle n'a pas le droit de prendre ses enfants jusqu'à indication contraire. Hmm. C'est quand même gros. Là. Si on donne cette confiance-là, son droit-là à l'État de régler nos rapports humains, Ouais. est-ce qu'on risque pas d'avoir de la difficulté à reprendre ces droits-là dans l'avenir? Hmm. Le politicien américain Benjamin Franklin affirmait que celui qui voudrait échanger sa liberté contre de la sécurité devrait être privé de l'un et de l'autre. Hmm. Et donc, c'est ça ma question aujourd'hui. Est-ce que cet échange-là de sécurité de liberté contre sécurité, c'est pas un pari risqué? Est-ce que c'est pas d'une certaine façon un pacte avec le diable? Je pense que c'est intéressant de poser cette question-là par rapport à la France parce qu'il y a eu énormément de mesures qui ont été prises et beaucoup de Ouais. personnes qui ont aussi posé la question, mais est-ce que l'État a fait suffisamment de choses? Est-ce qu'il a fait suffisamment de choses assez vite? C'est comme s'il y avait du coup l'effet inverse. Alors je Mhm. sais pas comment ça s'est passé par exemple en Belgique. Ouais. En fait, quand je compare la gestion de la crise entre la France et la Belgique, je peux pas m'empêcher de me dire quand même qu'il y a des marges de manœuvre dans ce que les gouvernements peuvent faire en termes quand même de limitation des libertés publiques. Je sais que c'est quelque chose qui a été dit très clairement, en fait, dès le début des mesures de confinement. La première ministre répondait à des questions de journalistes qui, en fait, prenaient la France en exemple en disant bah, est-ce qu'on va suivre le degré de limitation qu'il y a en France, en Belgique bon, je ne veux pas être le chantre du gouvernement, mais sa réponse était très claire. Elle disait nous, on fait confiance au bon vouloir des citoyens. On estime quand même que les libertés publiques, les libertés fondamentales sont suffisamment limité pour ne pas aller encore plus loin en demandant que chacun remplisse des autorisations ou des déclarations pour sortir ou que les gens ne se promènent pas, etc. Donc il y a quand même des marges de manœuvre et enfin, si tu réfléchis à une problématique qui est beaucoup plus actuelle, c'est la problématique du traçage, puisqu'on est en mode de Oui. déconfinement là pour le moment. Ben, là encore, il y a des marges de manœuvre, il y a des différences d'approche. J'ai entendu qu'en France, ben, on promeut le fait que les citoyens téléchargent une application qui va les tracer. Et donc, je vais donner encore plus d'informations sur moi-même au gouvernement. Ben, la question a été posée en Belgique aussi. Et puis là, on a préféré plutôt une approche de traçage manuel. C'est-à-dire que les gens Mhm. allaient pouvoir être interrogés sur seulement s'ils étaient testés positifs, s'ils étaient malades, sur les personnes qu'ils avaient fréquentées et qu'il n'y avait pas de... On ne promeut pas le fait de télécharger un outil qui, dans ton téléphone, va te suivre partout et dire où tu es, qui t'a rencontré. Donc il y a quand même une Mhm. marge de manœuvre. Hmm. C'est vrai que l'appli Stop Covid, qui est censée être mise en circulation le 2 juin, ça défraie la chronique et ça crée pour le moins une énorme Ouais. polémique et beaucoup de personnes vont hurler à cet attentat un petit peu liberticide. Et en même temps, euh, comme encore une fois, c'est peut-être aussi pour chercher à
prévenir de nouvelles vagues de propagation du virus. Il y a cette notion aussi peut-être de santé. Et le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, disait, mais ne vous inquiétez pas, l'outil sera installé sur la base du volontariat, pourra être désinstallé à tout moment, les données seront anonymes, effacées au bout d'une période donnée. Du coup, est-ce que c'est vraiment un danger? Ouais, ben, le danger est pas immédiat, mais le danger est à long terme. Tu mentionnais tout à l'heure comment, la- justement en France, il y a le décret d'urgence sanitaire depuis le mois de mars, mais cet état d'urgence-là vient se superposer à un autre état d'urgence qui date des Ah attentats de ouais, Paris, puis qui a pas ouais. cessé depuis. Euh, 5 ans maintenant, ouais. Ça fait 5 ans, donc ici D'accord, j'ai en pris Amérique note. du Nord, moi je pense au 11 septembre, je veux dire, il y a plusieurs pouvoirs qui ont été accordés à l'État suite aux attentats du 11 septembre. Puis, une fois l'urgence passée, ben, la majorité de ces pouvoirs-là, de ces droits-là, ou de ces pratiques-là auxquelles on aurait cru impensables dans les années 80-90 font C'est monnaie partie de vie courante maintenant. courante, là, sont monnaie Ouais. courante. Euh, Maintenant, quel pouvoir est-ce qu'on a accordé à l'État ou quelle liberté est-ce qu'on a cédé à l'État temporairement en ce moment? La liberté de circulation. C'est quand même impensable que dans nos sociétés occidentales, on soit limité dans notre circulation. On l'a concédé temporairement, on espère temporairement. Mais est-ce qu'on va retrouver une liberté de circulation totale dans l'avenir? Qui sait? La liberté de rassemblement pacifique, la liberté d'expression aussi par rapport Mm. à qu'est-ce qui se passe par rapport à l'information liée à la COVID. Moi, ce sont des concessions que je peux comprendre, mais qui me préoccupent quand même. Hmm. Hmm. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment des mesures qui dénotent un État qui va être dans la surveillance et dans une dimension volontaire de vouloir vraiment restreindre les libertés? Ou est-ce que c'est pas plutôt un désir de sécurité sanitaire, justement, pour protéger les citoyens? Ouais. Et c'est là que je suis pas conspirationniste. Je crois pas que l'État utilise la COVID pour mettre de l'avant ses visées Ouais, ouais, ouais. totalitaires, puis de contrôle de Ouais. société. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis persuadé que les motifs de l'État en ce moment sont des motifs bienveillants, nobles, de prendre soin du plus Santé publique, ouais. faible, protéger les personnes vulnérables. Je pense pas qu'il y ait une arrière-pensée là-dedans. Hmm. D'une part, comme je disais plus tôt, c'est que ces pouvoirs qu'on accorde à l'État, puis ces libertés qu'on restreint, ben c'est rare que les choses reviennent complètement à l'état initial ou à l'état pré-crise. Puis ensuite, c'est la question des risques à long terme. Si on nous avait demandé il y a un an, c'est quoi les probabilités qu'il y ait une pandémie comme on l'a aujourd'hui en 2020, les chances étaient très faibles. On avait plus de 1% de chance, 2% de chance. Mais la probabilité que qu'une pandémie comme celle-ci ait lieu dans le prochain siècle, c'est presque assuré, 100%. presque Ouais. inévitable. Et Ouais. donc, l'intervalle entre la dernière grande pandémie à celle d'aujourd'hui, c'est à peu près ça, un siècle. Mais Mm. l'intervalle entre la dernière fois qu'il y a eu des États totalitaires en France ou des pouvoirs dictatoriaux en Europe, c'est 80 ans, c'est moins que la Hmm. Ouais. pandémie. Et pour moi, c'est ça le risque faible, mais qui à long terme devient presque une certitude. C'est si on accorde à un État. Je ne suis pas en train de dire que Macron c'est Hitler ou que Bill Gates veut contrôler le monde. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si l'État français ou l'État canadien ou l'État belge a le pouvoir de tracer ses citoyens, a le pouvoir de restreindre la circulation, a le pouvoir de brimer la liberté d'expression, d'empêcher des manifestations pacifiques, puis que la population l'accepte aujourd'hui, ben quand on va Où est-ce qu'on va? avoir un leadership totalitaire, quand on va avoir un président ou un premier ministre qui va perdre une élection, puis qui va dire non, c'est une conspiration étrangère, puis je Hmm. maintiens le pouvoir, puis coûte que coûte, quel moyen il va nous rester à nous, citoyens,
si l'État a tous ces pouvoirs-là. C'est ça le risque. On dit que COVID était imprévisible. COVID n'était pas imprévisible. Au contraire, c'était une certitude qu'on aurait dû mieux prévoir. Puis Hmm. aujourd'hui, on n'aurait pas à accorder à l'État tous ces pouvoirs-là. On n'aurait pas à restreindre nos libertés de manière aussi importante si on avait su anticiper ce risque-là à long terme. Je pense de la même manière, il faut faire attention, il ne faut pas faire l'erreur inverse pour régler le problème qu'on n'a pas su prévoir aujourd'hui, se ramasser un trésor, se ramasser euh, tous les ingrédients pour un bien plus gros problème dans 10, 15, 20, 30 ans. Ouais, il faut quand même se souvenir qu'il y a 80 ans, presque jour pour jour, hein, en Oui, 1940, une partie de la France a capitulé devant un régime totalitaire et elle a adopté des mesures de ce régime totalitaire et explicitement dit qu'elle abandonnait la République en rejetant les libertés fondamentales, donc au nom de la paix et de la sécurité. Et donc ça nous donne une leçon, un avertissement quand même, parce que jusque-là, enfin en tout cas les années précédentes, la France était un régime démocratique euh, tout à fait respectable, mais notre liberté de conscience, la liberté de notre fort intérieur, c'était la liberté de l'âme, le fait d'avoir nos convictions, de faire nos choix, tout ça est absolument inviolable. Elle n'est que reconnue par l'État. C'est pas l'État qui nous la donne. Elle n'est que reconnue par l'État. Et c'est aussi le reflet de notre dignité d'être humain. C'est essentiel à notre vie humaine. Donc autant nos libertés individuelles sont essentielles à notre dignité, bah, autant il faut le fait de maintenir, de protéger ces libertés fondamentales, bah, c'est vital et c'est essentiel à notre vie sociale. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ça donne tout son sens à cette vigilance dès aujourd'hui et sur le long terme.